Bonjour, alors pour ce point sur les marchés, la première remarque que je voudrais faire sur la situation actuelle des indices est qu'en apparence au moins, on a de vrais points communs et de vraies ressemblances entre la situation actuelle et les points bas de l'été 2011 et donc du début de l'année 2016 sur les principaux indices. Alors graphiquement, ces similitudes, elles sautent aux yeux en tant qu'ampleur de correction ici. Vous voyez, on avait perdu environ un petit peu plus de 1000 points, environ 1200 points sur le CAC pour l'année 2011. Entre le point haut et le point bas, donc le point haut du printemps 2015 et le point bas du début 2016, à peu près 1200 points de baisse aussi sur le CAC. Et là, donc on est passé de 5600, un plus bas aux alentours de 4500 quelque chose. Donc on va dire un petit peu plus de 1000 points de baisse cette fois-ci. Donc ce sont des mouvements d'ampleur assez similaires pour le moment. Et on va retrouver sur les indicateurs de sentiment de long terme ce même genre de situation. Donc ici, vous avez le ratio bull-bear d'Investors Intelligence. Et vous voyez qu'on est passé en dessous de 1 justement donc à la fin de l'année 2011 ici. On était en dessous de 1 fin 2015, début 2016 également. Et on vient de passer actuellement, donc début 2019, également juste en dessous de 1. Au niveau des indicateurs d'aversion au risque du marché obligataire, donc le ratio VFICX sur VWEHX ici, il a marqué sur l'été, l'automne 2011 un petit pic. On retrouve la même chose ici début 2016 avec notamment des inquiétudes qui étaient à l'époque liées aux problèmes des producteurs de pétrole de schiste américains. Les cours du pétrole étaient bas, il y avait commencé à y avoir pas mal de risques de faillite ou de difficultés financières sur le secteur. Et les taux obligataires sur les obligations à risque avaient fortement progressé à l'époque. Donc ces deux petits pics, ils ont coïncidé avec des points bas majeurs du marché ici, donc été-automne 2011 et début 2016, qui ont été suivis d'une vague de hausse très puissante sur les trimestres qui ont suivi. Actuellement, on est début 2019, on observe la même configuration ici, avec potentiellement, donc si on retient les leçons de la mi-2011 et du début 2016, le fait qu'on aurait potentiellement là aussi un point bas majeur sur le marché et peut-être un nouveau marché haussier de longue durée, en tout cas de plusieurs trimestres, qui pourrait se déclencher à la suite de ce signal. Alors cette hypothèse, je m'y tiens prêt, clairement. J'ai envoyé aux abonnés de la lettre PEA une sorte de plan B avec une première sélection d'actions value qui pourrait être achetable en cas de nouvelle impulsion haussière type 2016-2017. Malgré tout, pour l'instant, ça n'est toujours pas du tout l'hypothèse que je privilégie. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Les impulsions haussières on va dire de 2013-2014 et ici celles de 2016-2017 ont été en grande partie déclenchées par des politiques des banques centrales d'injection massive de liquidités dans les économies. Ici, on le voit, on a eu un programme de quantitative easing en 2013-2014. En 2016 et 2017, encore plus marqué, avec gros quantitative easing de la BCE et de la Banque du Japon qui ont complètement remplacé la cessation du programme américain. Et en même temps, en prime, on a eu en 2017 les mesures de réduction d'impôts. Et on a eu en prime, à partir de 2017, avec l'élection de Donald Trump, la mise en place d'une politique fiscale plus favorable aux entreprises, notamment avec la réduction d'impôts qui a agi en 2018, mais que le marché avait anticipé dès 2017. Donc cette politique a également été un bon facteur de soutien au marché. Alors est-ce qu'en 2019, on peut avoir, comme pour les deux précédents mini-cycles haussiers, 2013-2014 et 2016-2017, une nouvelle action des autorités monétaires et politiques pour relancer la machine? Moi, je trouve que pour le moment, ça n'en prend pas du tout le chemin. La BCE a annoncé l'arrêt de son programme de quantitative easing. On la voit mal le reprendre en catastrophe dans les mois qui viennent et se déjuger complètement. La Réserve fédérale américaine continue au contraire de retirer des liquidités du marché
et se trouve plutôt en ce moment dans un cycle de hausse des taux, là aussi qui est plutôt défavorable au marché. Et en 2019, on ne devrait pas avoir de nouvelles incitations fiscales particulières, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors maintenant, après la baisse qu'on a observée sur 2018, pour que les marchés continuent de baisser, il faudra quand même que les fondamentaux se mettent à suivre maintenant, c'est-à-dire que les économies ralentissent fortement, puis ultérieurement entrent en récession, parce que si ce n'est pas le cas, la confiance des opérateurs dans les banques centrales ne sera pas entamée, et au contraire, on pourrait à ce moment-là se diriger vers un nouveau mini-cycle aussi. Mais pour l'instant, vous voyez ici l'indicateur composite d'activité sur l'eurozone. On a un bon début de ralentissement quand même, d'une ampleur qu'on n'avait pas observée depuis la crise de la zone euro en 2011-2012, et qui peut aussi ressembler à ce qu'on avait observé entre la mi-2007 et le premier trimestre 2018 ici. Alors maintenant, est-ce que les niveaux de valorisation actuels des marchés sont compatibles avec un gros supplément de baisse sur les indices européens et le CAC notamment? Ici, j'ai fait une étude avec le screener auquel je suis abonné, qui est Quantinvest. J'ai sélectionné la médiane des marchés, c'est-à-dire le niveau où on aura 50% des valeurs au-dessus et 50% des valeurs en dessous du seuil. En termes de PER, on est aux alentours de 16 fois ici. Donc j'ai sélectionné quand même les entreprises qui capitalisent plus que 100 millions d'euros pour éliminer les petites capitalisations dont le PER est parfois peu significatif. Bon, 16 fois, alors qu'on est en haut de cycle de croissance, c'est quand même pas mal, hein. Il suffirait qu'on ait une petite récession et une chute des bénéfices d'une trentaine de pourcents, et des ratios de valorisation qui eux aussi se mettent à chuter avec des PER moyens autour de 8-10, et vous aurez très vite une baisse des indices potentiellement supérieure à 50%. En termes de ratio capitalisation sur capitaux propres, la médiane en ce moment, toujours en éliminant les plus petites valeurs, se situe aux alentours de 1,6. C'est un niveau qui n'a rien d'exceptionnel, qui est standard. On n'est pas surévalué, clairement, on n'est pas non plus sous-évalué, on est vraiment pile dans la moyenne historique qui est entre 1 et 2. Globalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'en cherchant comme ça sur les screeners des valeurs potentiellement, on va dire des pépites potentielles sur la côte parisienne, bon, j'en ai 2 ou 3 qui sont pas mal sous-évalués en PEA, mais j'ai pas trouvé sur la côte parisienne d'anomalies vraiment exceptionnelles comme on pouvait encore en trouver en 2014 ou 2015. Il y a des valeurs qui sont sous-évaluées, c'est vrai, mais il y a toujours en ce moment une bonne raison à cela. Ce sont souvent des valeurs cycliques qui seraient très exposées en cas de retournement du cycle économique, ou bien des valeurs qui ont déjà en ce moment une certaine fragilité sur un élément de leur bilan ou de leur compte de résultat. Au niveau des États-Unis, là par contre, la situation est beaucoup plus claire. Ici, vous avez le ratio de janvier 2019, donc Wilshire 5000 divisé par le produit intérieur brut américain, et vous voyez qu'on est vraiment aux plus hautes valeurs historiques de l'indicateur, au même niveau quasiment qu'au sommet de la bulle Internet des années 2000. Donc là, contrairement à l'Europe, on a une situation de surévaluation extrêmement claire des indices en ce moment. Donc voilà pour ce petit point sur les marchés en début d'année. Donc je pense que quand même, vu la situation actuelle, on a de bonnes chances de ne pas voir la même chose que pour les points bas de 2015 et de 2011 ici. Et on a de bonnes chances de voir que le point bas apparent qu'on observe en ce moment ne soit pas un vrai signal d'achat, mais ressemble plus à cette configuration qui est celle d'un vrai marché baissier, potentiellement de plusieurs années, comme on avait pu l'observer de fin 2007 jusqu'au début 2009. D'autre part, le cycle haussier depuis 2009 a été quand même exceptionnellement long, le cycle de croissance économique aussi, ça fait 9 ans qu'on n'a eu aucune récession aux États-Unis. Donc c'est un élément quand même de plus en faveur d'un retournement de cycle.
Donc voilà pourquoi je suis prêt à risquer quelques pourcents de mon portefeuille financier en termes de performance et de perte potentielle si je me trompe sur le scénario. Parce que si on a un vrai marché baissier, il y a des gains énormes à la clé en faisant en gérant des positions baissières à bon escient. On peut gagner 30, 40, 50% ou plus sur un an dans ces configurations. Donc, pour moi, clairement, ça vaut le coup de risquer 2, 3, 4% de performance si je me trompe. Ensuite, évidemment, il ne faut pas rester bloqué si le marché nous donne tort. Si c'est le cas, il sera toujours temps d'utiliser le plan B que j'ai en réserve, de revenir sur les small caps ou une sélection value. Mais pour le moment, je préfère encore en rester, malgré le récent rebond observé en ce début d'année, je préfère en rester à la stratégie baissière. Je vous souhaite de bons trades et de bons investissements à toutes et à tous et une très bonne année 2019.